Après 3 ans de travail à la forge, je commençais à trouver le temps long. Le terrain d'aviation d'Étampes s'appelait Mon Désir. C'est là que j'ai appris à voler. J'ai eu la chance d'apprendre à piloter dans le cadre de la préparation militaire. C'était pour moi inespéré. En septembre 1939, on me proposa de m'engager pour toute la durée du conflit. Je n'ai pas hésité. C'était la guerre, mais c'était pour moi très abstrait. C'était surtout une occasion de quitter mes parents, de voir du pays. Je me suis retrouvé en Algérie, près d'Oran. L'armistice arriva, sans que j'eue l'occasion de me battre. Quelque temps après, Merselkevir. J'ai été démobilisé et rapatrié en métropole. C'est pas possible. Mais si, justement, c'est ça qui va nous sauver, c'est le bruit. Mon père est devenu voleur pendant la guerre. Il cambriolait pour son compte personnel les mairies et les préfectures pour y voler des cartes de rationnement et des papiers d'identité. Il n'a pas fait de choses plus graves, des choses qu'aucune peine de prison n'aurait pu racheter. Il ne faisait pas non plus de cambriolage d'un autre genre, uniquement les tickets. Un peu par hasard, à partir de 1943, il a volé pour aider les maquisards et les réfractaires au STO dans la région de Châteauroux. Il a fait comme ça des dizaines de cambriolages sur commande un peu partout en France. Bien sûr, il prenait sa part sur ses vols et donnait le reste. Après plusieurs arrestations et plusieurs cavales, il était à nouveau en prison à la Libération. Il espérait sortir aussitôt. Un non-lieu a été prononcé pour tous les cambriolages ayant profité à la résistance. Mais pour ses nombreuses évasions, il a été condamné à 5 ans de prison. À toi, Roland, fini. L'allégresse alentour passait par-dessus les murs de la prison de Châteauroux et venait se briller dans mon cœur. C'était le premier 14 juillet de l'après-guerre. Cette nuit-là, révolté, je me suis évadé. Avant de quitter le dortoir, où dormaient 28 détenus, j'ai demandé « Les gars, je m'en vais. Qui veut venir avec moi ?» 3 garçons se sont levés. Si tout le monde avait suivi, ça aurait été plus amusant. Quand il s'est évadé de la prison de Châteauroux, Roland ne savait pas qu'il était sur le point d'être amnistié. Sa grâce était en route. Quelques jours plus tard, il cambriolait le ravitaillement général de Saint-Brieuc. La police l'a arrêté peu de temps après dans un bar de Pigalle. Alors qu'il n'était pas soupçonné du vol de Saint-Brieuc, il a avoué ce cambriolage et aussi d'autres, sans qu'on lui demande rien. Il a été condamné à 9 ans de prison supplémentaire pour vol et infraction aux règles du ravitaillement. Mais par où va-t-on par là? Ça, en gros, c'est le plan du sous-sol de la prison. Oui. Ici, c'est la salle d'où on vient. À chaque angle de la prison, il y a une salle du même genre. Elles sont toutes reliées entre elles par des galeries comme celle que nous sommes en ce moment. Oui, je comprends, mais
D'après toi, où se trouve la descente d'égout? Peut-être dans une des salles. Peut-être dans les galeries. J'avais connu bien des prisons un peu partout en France, mais celle qui m'attendait était plus redoutable. Depuis mon arrestation, je m'étais fait un monde de la santé. Je ne pensais trouver là que des serrures compliquées, incrochetables. Le fourgon s'immobilisa, des portes claquèrent. C'est alors que je sentis la prison. Elle avait cette odeur caractéristique comme une attente prison. Elle puait. J'avais remarqué qu'une prison qui sentait mauvais offrait plus de possibilités d'évasion qu'une autre. Si la propreté est respectée, cela veut dire que tout le service sera rigoureux. La crasse et le désordre permettent plus facilement de camoufler des préparatifs d'une évasion. Cette odeur me redonnait espoir. Je me suis évadé de la prison de la santé en 1946. Cette fois-là, je m'étais fabriqué un passe-partout avec une cuillère. Une nuit, j'ai ouvert 7 ou 8 portes avant d'escalader le mur. Mon compagnon d'évasion s'est cassé le bassin en sautant et il a été rattrapé. J'ai profité de la confusion pour m'enfuir. J'ai couru aussi vite que je pouvais. Je me suis caché dans la cave d'un immeuble du quartier. J'étais tellement épuisé que j'ai dormi 15 heures d'affilée. Le lendemain soir, je suis sorti de mon trou et je me suis mêlé à la foule des boulevards. Et celui-là, il est pas mort au moins? On vous aime trop pour vous faire des vacheries. Et puis quand on voudra mourir, on attendra que vous soyez pour de service. C'est qu'ils seraient bien capables de se suicider, ces gaillards-là. Capables de tout, ils sont. Capable du meilleur aussi, chef. Tiens, c'est bien dit, ça. T'aurais fait un bon avocat. Dans le film de Jacques Becker, Le Trou, il interprétait son propre rôle. C'était une histoire qu'il avait vraiment vécue 12 ans plus tôt. Comme il avait été l'organisateur de cette évasion, il a aussi donné les conseils nécessaires à la reconstitution des moindres détails. Aujourd'hui, il considère encore que c'est sa plus belle tentative d'évasion, même si elle échouait de peu à cause d'une trahison. Qui sait d'ailleurs si, sans le vouloir, le traître ne lui a pas évité la cavale de trop. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile dans le fait de tourner? Eh bien, la réalité est beaucoup plus facile quand même que la comédie. Hein, parce qu'il y a un tas de facteurs que j'ignore totalement encore, hein, qui rentrent en jeu et qui font que parfois je suis vraiment dépassé par le mal qu'il faut. Et j'admire Jacques Becker avec sa grande patience, sa grande bonté, et c'est à cause de ça que je peux continuer. Sans ça, je crois que je préférerais la vraie prison. Roland comprenait mal, ou peut-être feignait-il de ne pas comprendre, pourquoi Becker choisissait de raconter cette évasion manquée alors qu'il en avait réussi bien d'autres. Mais quel était pour Jacques Becker le sujet de son dernier film? Simplement le récit d'une évasion manquée, ou l'histoire d'une résurrection espérée, peut-être entrevue?
Un jour, il a décidé de ne plus s'évader. De toute manière, c'était devenu presque impossible. Il était trop surveillé. Les matons le réveillaient au milieu de la nuit pour s'assurer de sa présence. Il a donné sa parole d'honneur au directeur de la prison de ne plus rien tenter. À partir de ce jour, il a passé son temps à lire et à travailler dur à l'atelier pour avoir le maximum de remises de peine et pour ne pas crever d'ennui. À 36 ans, il est sorti libre de la centrale de Melun. Il avait passé 12 années en prison. Mon père s'était marié une première fois au début de la guerre. De ce mariage, il a eu 2 enfants, 2 filles. Pendant leur petite enfance, mes sœurs n'ont pratiquement jamais vu Roland. Elles sont le fruit de ses évasions. La première est née pendant une longue cavale, l'autre alors qu'il était à nouveau enfermé à la santé. Violette, ma mère, n'avait pas 16 ans quand elle l'a rencontré. Lui en avait 20 de plus. Elle s'était enfuie d'un foyer de la DAS pour rejoindre sa famille. Ils étaient voisins, quelque part en banlieue, là où Roland réparait des voitures. Un jour, elle est allée chez lui pour emprunter des allumettes. En lui tendant la boîte, il l'a attirée vers lui pour l'embrasser. Elle est rentrée chez elle en pleurs en disant à sa sœur « Monsieur Roland m'a embrassée ». Ils se sont revus les soirs suivants dans l'attraction Citroën de Roland. Un soir qu'elle en avait vraiment marre des scènes, des cris et des drames de sa famille, elle lui a dit « Monsieur Roland, emmenez-moi ». Il a mis le contact et ils sont partis, définitivement. Violette était à peine plus âgée que la fille aînée de Roland. Enfant, quand je voyais ces 2 femmes ensemble, j'essayais d'imaginer ce qu'elles avaient pu vivre alors, quand mon père quittait une femme et 2 enfants qu'il avait attendus si longtemps pour partir avec une gamine de 16 ans. Inconsciemment, je prenais sa défense, parce que bien entendu, je le sentais coupable. Mais pour moi, c'était comme si le temps passé en prison avait payé l'abandon de sa famille. Aujourd'hui, je me dis simplement qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ça y est, Roland. Quoi? Tu as gagné. On a percé. On a été dans le grand égout et puis dans la rue. Dans la rue? Oui, dans la rue. Gaspard voulait même prendre un taxi. Ce soir, on est dehors. Après la prison, il a fait un peu tous les métiers. Mécanicien, moniteur d'auto-école, employé dans une entreprise de flippers et de machines à sous. Il a même cherché des trésors. Il y avait aussi sur Radio Luxembourg un jeu qui s'appelait le tir-lipote, grâce auquel mes parents ont gagné pas mal d'argent. Il fallait découvrir un verbe en posant des questions. Ils écoutaient l'émission tous les jours, et associés à d'autres joueurs, ils raflaient la plus grande partie des gains qu'ils partageaient ensuite. Comme c'était un jeu itinérant, nous avons sillonné le pays dans tous les sens. Dès qu'ils pensaient avoir trouvé la bonne réponse, nous partions immédiatement, même au milieu de la nuit. Si les choses se passaient bien, nous descendions dans l'hôtel chic de la ville. Sinon, nous dormions dans la 403. Pendant des années, Roland a retapé des maisons, généralement de belles demeures, des résidences secondaires de gens aisés. Nous habitions sur place le temps des travaux. Tous les 2 ou 3 mois, nous déménagions de chantier en chantier. De temps en temps, les propriétaires passaient. Ils étaient grands reporters, médecins ou antiquaires. Un jour, il a fallu que j'aille à l'école, alors il a décidé de bâtir une maison pour nous. Il a acheté un terrain avec de l'argent gagné au tir-lipote, et en 2 semaines, il a monté lui-même les murs et le toit. Seulement, il ne pouvait pas vivre chez lui. Il prétendait qu'il ne voulait pas se déplacer pour aller travailler. Nous sommes restés seuls, ma mère et moi, dans notre maison. Roland a continué de vivre et de travailler chez les autres.
Dans le village, tout le monde connaissait l'histoire de mon père. J'en étais respectée et aussi pardonnée d'avance de mes extravagances. J'étais la fille à Roland, comme il disait. SVP, c'est encore à vous. Monsieur Kérodi, après un certain nombre d'années passées en prison, éprouvez-vous une certaine haine contre la société? Non, 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 non. Je dois beaucoup de merci parce que justement, à cause de la vie que j'ai connue en cellule, avec des livres, et ça c'est important, j'ai été amené à comprendre des choses à côté desquelles je serais passé, bien entendu, j'aurais été un petit bonhomme de rien du tout qui n'aurait pas pensé à toutes ces choses-là. Et d'un seul coup, j'avais des livres, et tout seul, et je pensais, et j'avais justement le désir de pouvoir plus m'évader parfois physiquement. Je m'évadais avec mes livres, à tel point que je considérais de là-haut, le surveillant derrière ma porte, avec ses petits problèmes et tout ça, parce que je voyais la terre dans son ensemble avec ses surveillants. J'étais bien plus haut que tout ça, et je le dois à la prison. Cellule numéro 7. Pauvre Gaspard. Il s'est toujours volontairement éloigné des gens qu'il aimait. Sa vitalité et son désir ne semblent exister que par l'absence. Absence de liberté, absence des autres. Le commerce des gens m'a toujours été très pénible. C'est une espèce de complexe que les années ont à peine effacé. Je préfère m'adresser à la matière, qu'on peut modeler, transformer. J'aime le silence des choses. C'est pour moi un silence complice. L'homme me gêne. Il a sa volonté, j'ai la mienne. C'est un bien exclusif. Comme la mort. Qu'il vive sa vie, je vis la mienne. Quand il était sur les routes, allant d'une maison à l'autre, on ne se voyait pas très souvent. À chaque anniversaire, on s'écrivait des petits mots. On en profitait pour se dire les choses que l'on jugeait importantes. Un jour, pour mes 10 ans, il m'a écrit ceci. Je sais que toi aussi tu cherches. J'espère que tu chercheras toute ta vie et que tu ne trouveras jamais. Aujourd'hui, il vit seul dans une bicoque, presque une cabane, cachée dans une campagne perdue. Les assassins du mur s'enveloppent d'aurore. Dans ma cellule ouverte aux chandelles au sapin, qui la belle s'accrochait à des cordages fins, noués par des marins que le clair matin dort. Qui grava dans le plâtre une rose des vents, qui songe à ma maison du fond de sa Hongrie, quel enfant s'est roulé sur ma paille pourrie. À l'instant du réveil d'amis se souvenant, divague ma folie, enfante pour ma joie, inconsolante enfer peuplé de beaux soldats, nus jusqu'à la ceinture et les frocs résédas, tirent ces lourdes fleurs dont l'odeur me foudroie. Arrachons de ses doux les gestes les plus fous, des robes des enfants inventent des tortures, mutilent la beauté, travaillent les figures et donnent la Guyane aux gars pour rendez-vous. Oh mon vieux marronnier au cahier de la douce, je vois les corps penchés de 15 à 20 fagots autour du minot blond qui fume les mégots, crachés par les gardiens dans les fleurs et l'amour.